Et si la victoire au football, en fait, c'était pas une question de talent individuel, mais de géométrie? C'est l'idée un peu folle du football positionniste, une philosophie qui est en train de transformer le terrain en véritable échiquier. La question au cœur de tout ça, elle est assez simple au fond. Et si le football, ce n'était pas juste du chaos, mais un problème de géométrie à résoudre? Si chaque joueur, au lieu de suivre purement son instinct, suivait en réalité une carte bien précise. Pour bien décortiquer cette petite révolution, voilà le programme. D'abord, on va explorer ses fondations, la fameuse géométrie du foot. Ensuite, on verra comment les joueurs apprennent cette carte à l'entraînement, puis comment tout ça se traduit en match. On s'intéressera aussi aux coachs qui maîtrisent le mieux le système. Et enfin, on verra quelles leçons on peut en tirer. Allez, on commence par le commencement, la géométrie du football. Dans cette vision des choses, le terrain n'est plus du tout une simple pelouse. Il faut l'imaginer comme un plan quadrillé, une sorte de carte à conquérir. Le principe, en apparence, est simple. Il faut occuper le bon espace au bon moment. Mais ce qui change tout, c'est que la structure collective prime sur absolument tout le reste. Chaque joueur est assigné à une zone et c'est la position du ballon qui va dicter son mouvement. On met un peu de côté l'instinct pour faire place au calcul. Le point vraiment crucial à comprendre, c'est cette métaphore. L'entraîneur, il devient un architecte qui dessine un plan, une carte de l'espace de jeu. Les joueurs, de leur côté, ne sont plus vus comme des artistes qui improvisent, mais plutôt comme des exécutants de très haute précision, dont le rôle est d'appliquer ce plan à la lettre. Bon, évidemment, une carte aussi complexe, ça ne s'improvise pas le jour du match. Alors, comment est-ce qu'on enseigne ça aux joueurs? C'est tout l'enjeu de l'entraînement de cette fameuse carte spatiale. Il y a cette phrase qu'on entend tout le temps dans les entraînements positionnistes et qui résume absolument toute la philosophie. Quand le ballon est ici, tu devrais être là. Ce n'est pas une suggestion, hein, c'est une instruction. La relation spatiale est reine. Et concrètement, ça donne quoi à l'entraînement? Eh bien, ça change radicalement la façon de travailler. Le terrain est quadrillé par des cônes, les joueurs répètent des séquences de déplacement en boucle, parfois même sans ballon, jusqu'à ce que les mouvements deviennent de véritables réflexes. Le but n'est plus seulement de maîtriser le ballon, mais de maîtriser l'espace. On peut se demander, mais pourquoi cette obsession pour la répétition? L'idée, en fait, c'est de télécharger le plan directement dans le cerveau des joueurs. Une fois que tous ces déplacements sont automatiques, leur esprit est libéré pendant le match. Ils peuvent alors se concentrer à 100% sur la créativité et sur l'exécution technique. Et ça, ce n'est pas juste une intuition. Les données le prouvent. Une analyse portant sur plus de 800 matchs a montré que ces équipes ont ce qu'on appelle une charge cognitive du code bien plus faible. Pour faire simple, ça veut dire que les joueurs ont beaucoup moins de décisions complexes à prendre en une fraction de seconde parce que le plan a déjà été mémorisé. Voyons maintenant comment ce plan s'exécute concrètement pendant un match, une fois que la théorie est assimilée. En phase de construction, par exemple, tout est géométrique. Les triangles se forment pour créer des angles de passe, les joueurs occupent des zones très spécifiques, comme les demi-espaces, pour étirer la défense adverse. Le mot d'ordre, c'est vraiment exécution, pas improvisation. Chaque mouvement est une pièce d'un puzzle bien plus grand. La différence la plus frappante, on la voit sans doute dans le pressing. D'un côté, comme on le voit ici, on a une instruction qui est claire, binaire. Le ballon entre dans cette zone précise, on presse. De l'autre, on a une consigne beaucoup plus vague, presser au bon moment. L'approche positionniste, elle, cherche à éliminer toute l'ambiguïté. La conséquence directe de cette clarté, elle est mesurable. Les statisticiens appellent ça un taux d'implémentation de la communication plus élevé. Dit plus simplement, ça veut dire que l'écart entre la consigne du coach et l'action du joueur est quasi nul. La transmission est parfaite. Mais alors, qui sont les maîtres de ce système ? Il faut savoir qu'il n'y a pas un seul positionnisme, mais bien plusieurs styles, plusieurs écoles. On peut distinguer 3 grandes approches. Il y a d'abord Manchester City, l'architecte. Leur structure bouge très peu, chaque pièce reste à sa place. Ensuite, il y a le Bayern Munich, le commandant. Leur plan est axé sur un pressing agressif qui se déclenche dès que le ballon entre dans des zones bien précises. Et enfin, il y a Barcelone, le concepteur. Là, le collectif est si bien huilé que le plan semble s'exécuter de lui-même. Le cas de Barcelone est d'ailleurs fascinant. Ils ont un score de conformité positionnelle de -5,3. Sans entrer dans des détails trop techniques, ce chiffre, qui est le plus bas mesuré, signifie qu'ils sont l'équipe qui respecte le plus scrupuleusement le plan. Leur créativité s'exprime toujours à l'intérieur du cadre défini, jamais en dehors. À l'autre extrême de la discipline structurelle, on trouve des équipes comme Chelsea ou Getafe. Leur déviation moyenne par rapport à leur zone assignée n'est que de 13,1 mètres. C'est la preuve d'une discipline de fer absolue. Bon, pour finir, comment est-ce qu'on peut rendre toute cette théorie actionnable ? Voici une sorte de petit manuel du positionnisme. Pour celles et ceux qui voudraient s'y essayer, voilà 3 clés. D'abord, définir et nommer les zones sur le terrain.
Le langage, c'est ce qui crée la réalité tactique. Deuxièmement, donner les instructions avant le match, pas pendant. L'entraînement est fait pour ça. Et troisièmement, mesurer. La discipline, ce n'est pas un sentiment, c'est un chiffre. L'objectif, c'est de viser moins de 18 mètres de déviation moyenne. On termine avec cette question. Le football positionniste nous pousse à voir le jeu non plus comme une série de duels individuels, mais plutôt comme une partie d'échecs stratégique, où chaque pièce se déplace selon un plan d'ensemble. Alors, la géométrie est-elle en train de gagner la partie? La question reste ouverte.